Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Julie Larochelle, présidente directrice générale de la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu-Hérouville, nous fait visiter les nouveaux locaux à Chambly. Dominique Dumouchel, coordonnatrice à la culture de la ville de Belleuil, sur la 13e édition du Festival Caput du 23 au 24 août 2025 au Centre des loisirs de Belleuil. Fauve Doucet, cofondatrice du Partage Club de Belleuil, qui permet de partager les outils et autres objets entre ses citoyens. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois couvre le festival Saint-Charlie de Saint-Charles sur Richelieu. Entrevue avec Geneviève Miller, directrice générale de l'organisme Le Grain de Sel, et Marc Lavigne, agriculteur pour semer le présent à Saint-Charles sur Richelieu. On débute l'émission avec le tour d'horizon de l'actualité présenté par Jean-Philippe Gilbert. Bonne émission! C'est le moment du tour d'horizon des actualités de la vallée du Richelieu. Lors de la dernière édition des Jeux du Québec qui se tenait à Trois-Rivières, la délégation Richelieu-Yamaska a de nouveau fait bonne figure avec une récolte de 19 médailles, dont une première médaille d'or historique en basketball masculin. Parmi ces résultats, des athlètes venant de la vallée du Richelieu ont fait la fierté de leur ville. C'est le cas de Chloé Bernard d'Otterburn Park qui s'est imposée avec 2 médailles d'or en BMX, alors qu'Owens Gibbs d'Avignon de Belleuil a contribué à décrocher l'argent au relais 4 x 100 mètres. Malgré une légère baisse du nombre de médailles remportées par rapport aux Jeux de 2023 et 2024, la responsable de la délégation Sabrina Sainte-Marie soutient que la délégation demeure en pleine croissance et que les résultats demeurent solides pour toujours considérer Richelieu-Yamaska dans la catégorie des moyennes et grandes régions. Le gouvernement du Québec a rendu public le bilan de son plan d'action pour l'amélioration des corridors de la route 116 entre Saint-Bruno-de-Montarville et Mont-Saint-Hilaire. Selon les ministres impliqués, plusieurs améliorations ont été réalisées lors de ce premier plan d'action qui s'est déroulé entre 2022 et 2025. La sécurité des piétons et des cyclistes a été mise en priorité avec l'ajout de feux pour piétons à décompte numérique sur les boulevards Seigneurial Ouest côté nord à Saint-Bruno-de-Montarville et du Millénaire côté sud à Saint-Basile-le-Grand. Des interdictions de virage à droite au feu rouge ont aussi été mises en place du côté de Belleuil. Une limite de vitesse à 50 km/h à Mont-Saint-Hilaire a aussi été possible grâce à l'ajout de butoirs et de délinéateurs saisonniers. Tout en continuant à vouloir protéger les usagers, le prochain plan d'action visera aussi à améliorer l'accès aux arrêts d'autobus entre les rues principales et Parent à Saint-Basile-le-Grand, augmenter l'offre de services par autobus vers la station Brossard-du-Rem et l'implantation d'une piste polyvalente est une voie réservée à Mont-Saint-Hilaire. Les travaux de ce deuxième plan d'action se termineraient en 2028. Reste à voir si les prochaines élections provinciales de 2026 viendront ou non modifier ces priorités. Le bloquiste Xavier Barsalou-Duval a accueilli dans son bureau de comté l'œuvre d'art Femme de cœur, femme de tête. Réalisée par Mireille Lévesque, cette mosaïque avait été faite en hommage à Laure Frappier, femme reconnue pour son implication dans sa communauté. Malgré la perte de la vue à 48 ans, cela ne l'a pas empêché de fonder en 2003 Contact Elle, un groupe de soutien qui avait pour but de briser l'isolement social des femmes aînées, handicapées ou immigrantes. Décédée en 2017, Laure Frappier a laissé un héritage remarquable, couronné entre autres par la médaille de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, son œuvre trouve un nouveau foyer dans la circonscription de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Maintenant remplacé par le Centre pour femmes Impact de Varennes, M. Barcelot-Duval se dit très fier d'accueillir la relique de l'ancien Contact Elle, qui représente la persévérance face à l'adversité et le support face aux causes féminines. Jusqu'au 31 août, vous êtes invités à la maison Paul-Émile Bordua pour l'exposition Le droit d'être indiscipliné de l'artiste local Joanne Côté. Ayant vécu le deuil de ses parents en contexte pandémique, elle a utilisé ces moments plus sombres pour créer des œuvres de plus en plus colorées. Sa présente exposition touche à plusieurs médiums tels que la peinture, la sculpture et la photographie. L'artiste établi à Mont-Saint-Hilaire mentionne que plusieurs de ses œuvres sont dites automatistes, tirant leur origine d'une création libre et sans censure. Le droit d'être indiscipliné se produit à un endroit très à propos, Paul-Émile Bordua ayant été lui-même à la tête des Automatistes, un groupe d'artistes québécois des années 40. Un moment important de la visite est aussi un court-métrage de 10 minutes qui contient un montage d'images captées pendant la pandémie. L'artiste décrit le film comme un chaos présent dans sa tête qui mélangeait fragilité et résilience et qui lui aura en bout de ligne fourni du matériel à présenter et possiblement inspiré d'autres personnes. Joanne Côté présentera également un atelier de peinture automatiste qui aura lieu le jeudi 28 août. Tous les détails sur le site du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire.
Mont-Saint-Hilaire invite la population à l'événement Place à la famille le dimanche 24 août dès 13h au pavillon Isaac Vandandegg. Contes, jeux et structures gonflables sont au programme, le tout avec de la musique pour toute la famille. Cette année, Domino's Pizza Mont-Saint-Hilaire se joint à la fête pour ouvrir des repas sur place. En fin d'événement, la bibliothèque Armand Cardinal remettra également des prix à ses jeunes lecteurs dans le cadre de la cérémonie de clôture de son biblioclub. Le maire de la ville, Marc-André Gartin, soutient que ce rassemblement est une occasion parfaite pour familles et amis de venir célébrer l'été et amorcer la rentrée dans une ambiance festive et chaleureuse. En cas de pluie, certaines activités seront relocalisées dans la salle La Nature en mouvement du pavillon Jordi Bonnet. Une projection gratuite aura lieu au plateau Michel Brault du Vieux-Belleuil les lundis 25 août et 1er septembre prochain. Ce sera une occasion de venir découvrir l'univers de Kayla Warten, une jeune cinéaste locale de 22 ans. S'étant d'abord intéressée au cinéma comme actrice, elle s'est plus tard spécialisée dans la réalisation. Résidant à Mont-Saint-Hilaire, elle favorise les tournages locaux et plusieurs paysages et lieux de ses films peuvent être reconnus par les citoyens. Une double première de ses films a déjà eu lieu à la Maison Villebon dans laquelle elle aborde plusieurs thèmes comme le moment présent et l'ouverture aux autres dans le court-métrage Élodie et la pression sociale du passage de l'adolescence à la femme adulte dans Life. Les projections du 25 août et 1er septembre présenteront les deux films, ainsi que deux autres réalisés plus tôt dans la jeune carrière de Kayla Warten. Le programme commencera à 20h. À Saint-Basile-le-Grand, la bibliothèque Roland-Leblanc veut soutenir les jeunes familles avec ses nouvelles trousses éducatives à petits pas. Conçues pour les enfants de 2 à 9 ans, ces trousses qui seront disponibles en prêt mélangent plaisir et apprentissage sur plusieurs thèmes essentiels comme la gestion des émotions, l'autonomie et l'estime de soi. Juste à temps pour la rentrée, les parents d'enfants de 4 et 5 ans peuvent découvrir la trousse à petits pas vers l'école. Ce premier coffret renferme plusieurs activités et défis pour mettre les petits en confiance en vue de leur entrée en maternelle. La bibliothèque invite les familles à consulter son portail en ligne pour vérifier la disponibilité de cette première trousse et à suivre le site web de la ville ainsi que ses réseaux sociaux pour connaître les prochains thèmes à venir. La longue fin de semaine du travail sera vécue à toute vitesse avec le Canadian Open qui sera tenu au SH Karting de Saint-Charles-sur-Richelieu du 29 au 31 août. Pour l'occasion, le Québécois Bertrand Godin reprendra le volant. Ayant débuté sa carrière à ce même SH Karting en 1988, il a connu du succès en Formule Ford en France et a remporté le Grand Prix du Canada de 1997 en Formule Atlantique. Plus récemment, il a remporté le Grand Prix de Trois-Rivières en 2018 et a été intronisé au Temple de la renommée du sport automobile canadien en 2022. En plus de revoir en piste le populaire chroniqueur automobile, l'enjeu sera grand pour tous les pilotes car les gagnants de chaque catégorie pourront aller se mesurer à l'élite mondiale du 29 novembre au 6 décembre à Varennes. Ici Jean-Philippe Gilbert et c'était vos manchettes pour le régional. Je suis présentement avec Mme Julie Larochelle, PDG de la CCI VRR, et on est présentement dans vos nouveaux locaux. Bonjour, Mme Larochelle. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Faites-nous le tour, c'est magnifique, on le voit. Oui. Bien, je dois préciser une petite chose avant toute chose. C'est que oui, ce sont nos nouveaux locaux, mais on conserve quand même notre autre antenne. À Belleuil, parce qu'il y en a qui disent « Oh mon Dieu, vous quittez Belleuil ». Non. C'est qu'on grandit, on agrandit. Vous mettez un pied à terre à Chambly. Exactement. Puis ça, c'est à l'invitation de la Ville de Chambly, une magnifique invitation, parce que eux, c'était un projet citoyen. Ils avaient lancé la question, justement, aux gens de la Ville de Chambly, qu'est-ce qu'on pourrait faire, budget participatif avec tel montant et tout. Puis les gens avaient beaucoup participé. Oui. Et il y en avait, je crois que c'était un couple qui avait suggéré que le bâtiment ici soit transformé en espace muséal, ce qui est une idée absolument formidable, étant donné la beauté des lieux. Parce qu'il faut le dire, c'était quand même un bâtiment connu. Avant, c'était la bibliothèque municipale. Oui, la bibliothèque municipale. Mais avant, c'était même un magasin général. Absolument. Alors, cet édifice-là, il est riche d'une histoire extraordinaire qui est rattachée vraiment à la vie des gens de la ville de Chambly, situé le long de la magnifique rue Bourgogne, qui est le cœur battant de la ville. Il doit quand même avoir une certaine fierté d'étendre vos locaux dans un endroit aussi riche d'histoire. Absolument. Puis on a vraiment pris ça avec beaucoup de gratitude, que la Ville pense à nous. Dans le fond, ce qu'il nous disait, c'est, on sent que de par la vocation initiale de cette bâtisse-là, qui était un magasin général, comme je disais, de par le dynamisme que la Chambre déploie un peu partout sur le territoire, ils voyaient vraiment une opportunité, dans le fond, de joindre les efforts puis de faire vivre, que la Chambre fasse vivre ce lieu-là, parce qu'il y a une parenté, il y a une similitude dans les vocations.
Donc oui, on était super contents, honorés. Et bien, tout ce qu'on va voir, là, on va se promener un petit peu, ça a été pensé par l'équipe de la Ville de Chambly. Donc, on trouve ça magnifique. Les gens me disent « Oh mon Dieu, Julie, c'est donc bien beau ce que vous avez fait. » Je ne vais pas prendre le crédit parce que c'est vraiment les gens de la Ville de Chambly qui ont tout pensé ça. Et puis, ça va être ouvert officiellement. Seuls les gens peuvent venir dès maintenant. On a passé l'été ici. Mais le 13 août? Mais le 13 août, ça va être vraiment l'ouverture officielle à la population, c'est-à-dire ça va être journée porte ouverte. Les gens vont pouvoir venir avec leurs enfants et tout, découvrir leur lieu. Ils vont pouvoir apprendre sur l'histoire. On le voit, il y a de l'histoire sur les murs, sur le sol même, juste en haut des ici. Cartes postales. Des cartes postales. Oui, c'est ça. Oui. L'histoire est partout ici. L'histoire est partout ici. On va voir, il y a un standard téléphonique aussi qui est d'époque. Je ne sais pas s'il est d'ici, mais en tout cas, il est d'époque. Oui. Et puis, ça permet de mieux comprendre la riche histoire de ce lieu emblématique, parce que c'est pas tout le monde qui en est conscient, mais vraiment, cet emplacement-ci a été le premier endroit, justement, qui a accueilli un standard téléphonique, à titre d'exemple. OK. C'était vraiment central là, à toute la ville. Donc, c'est ce que les gens vont pouvoir venir découvrir en venant visiter. Donc, faites-nous le tour. On vous suit. On fait le tour. On voit l'enseigne ici, Ostiguier et Fils, parce que c'est un magasin général. C'était un magasin général. Donc, avant d'être une bibliothèque. Avant d'être une bibliothèque. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, mais cette vocation-là, elle cadre totalement avec nous, avec qui nous sommes. Pourquoi ne pas, justement, essayer d'y revenir un peu? Donc, on est en train de travailler, on revient aux sources. On est en train, justement, d'élaborer des plans pour métamorphoser ce lieu en magasin gourmand. Puis vraiment, on va l'appeler tout simplement Joseph Ostiguier. C'est l'espace Joseph Ostiguier. On reste avec l'histoire. Donc, à suivre. Pour ça, vous reviendrez nous voir à ce moment-là. Parfait. Puis on le voit ici, il y a même des parties d'histoire du magasin général avant même la bibliothèque. Oui, des artefacts. Oui, puis tu sais, c'est avec les montants que coûtaient certains items. Ça fait longtemps. Bien, c'est ça. Donc ça, c'est à venir découvrir par les citoyens. Oui, exactement. À venir découvrir. On le sait aussi. Bon, ici, on voit Profession Brasseur. Ça a vraiment marqué le développement de la ville. Maintenant, on a le Festival Bière et Saveurs, c'est le plus gros festival de bière au Québec. Et puis, ça a lieu ici, juste à côté, sur le terrain du Fort Chambly. Donc, on voit un petit rappel. Oui, un petit rappel. C'est tout ça qu'on découvre quand on vient visiter. On voit ici... Même le plancher. Même le plancher, comme un genre de serpent à échelle. C'est toutes des choses que les jeunes vont pouvoir venir découvrir parce que les écoles vont être les bienvenues également. À venir avec les enfants, visiter, il va y avoir des animateurs sur place qui vont pouvoir justement les accueillir, leur expliquer tout ça. Il y a des jeux également. Il y a des cartes ici tout le long du mur. C'est vraiment très esthétique. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. C'est vraiment beau. Puis ça sent la nouveauté. On sent encore la peinture fraîche, mais vraiment très neuf, très magnifique, mais avec des rappels d'anciens, de l'histoire. Exact. D'histoire vraiment de Chambly. L'histoire de Chambly. Oui. Donc là, on voit Chambly-Ville militaire, le pays de Chambly. On peut venir en apprendre davantage sur ça. On enlève les petites cartes. Donc, c'est vraiment un lieu où on peut découvrir qui nous sommes. C'est un lieu d'apprentissage. Moi, ça me touche beaucoup. Parce que quand on regarde là, nos enfants, quand ils vont à l'école, au primaire, au secondaire, ils apprennent l'histoire du Québec. Mais d'apprendre littéralement de leur municipalité, c'est quelque chose d'autre. C'est un autre sentiment d'appartenance, puis d'apprendre l'histoire d'où on est. Exactement, des magasins qu'on croise chaque jour, des gens qu'on croise chaque jour aussi, parce que veut pas, ça s'est transmis de génération en génération. Oui, puis on se rend compte qu'on est vraiment dans un lieu qui a marqué l'histoire de la province, l'histoire du pays également. C'est pas rien, là. Chambly, c'est une ville importante, c'est une ville magnifique également, riche d'histoire. Donc, c'est ça, on peut prendre notre temps, étudier tout ça, regarder tout ça. Et là, vous m'en avez parlé, Oui, autant du téléphone avec fil, mais là, c'est le premier standard téléphonique. Donc, ils apprenaient justement comment... on voit ici, là, il y avait profession téléphoniste, je trouve ça vraiment mignon. Oui, alors, il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre comment justement relayer les appels et tout. Donc, plein de choses à venir découvrir. Puis, n'hésitez pas, monsieur, madame, tout le monde, les gens de partout, c'est pas que
pour les gens de Chambly. Non, bien au contraire, c'est pour les gens, nous, on est... D'ailleurs, je vais vous emmener à un autre endroit. Bien oui, dans terrasse, la bâtisse. c'est ça? Bien, non, pas juste la terrasse. OK. Ici, on a le bureau d'accueil touristique, le bureau d'information touristique. On a en permanence des gens qui sont ici. C'était ça le clin d'œil que je voulais faire. Oui. Donc, on a le fameux point d'interrogation. On Absolument. est un de ces points d'interrogation-là. Vous avez comme un centre d'information. On a un dans- centre d'information touristique, donc on peut vous parler de la ville, de tout ce qu'il y a à faire d'un point de vue touristique, mais également de ce qu'il y a à faire en Montérégie et au-delà. Donc, n'hésitez pas à venir. Puis, vous en faisiez mention Oui, on vous aussi. suit. Bien, on a Magnifique terrasse. une belle terrasse ici. Sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau. Là, on va les laisser parce qu'il y a des gens qui sont sur la terrasse, mais quand même, c'est un lieu où on peut venir travailler. Oui. Dans un bel environnement. On a accès à Internet. Et ça aussi, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public. C'est ouvert au public. Parfait. On voit ici un monte-charge. Pourquoi je prends la peine de vous le mentionner? C'est parce que l'édifice a été vraiment pensé en fonction aussi des personnes à mobilité réduite. Ils vont pouvoir venir au deuxième étage également. On va aller voir tout à l'heure parce qu'on a des salles également qui peuvent être louées, autant par les gens d'ici que par les gens de l'extérieur, finalement, pour tenir des événements de toutes sortes. Bon, on va y aller tout à l'heure. Conférences et compagnie, oui. On a des beaux espaces. Bon, attention, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Hein? On le sent, la peinture. Des c'est espaces de travail. Des espaces de travail, du coworking. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez venir vous installer ici. Est-ce vous qu'il pouvez faut les travailler. louer d'avance? Non, c'est premier arrivé, premier servi. Puis, ben, c'est vraiment, dans le fond, c'est pour une période de 3 heures maximum. On s'entend, c'est pas un café. Non, mais où on c'est bien. s'installe. Les jeunes peuvent venir faire un travail en équipe Oui. ici. Tout à fait. Absolument. Ceux qui travaillent de la maison, qui veulent voir un peu de Ouais. monde également, vous êtes les bienvenus. Donc, 3 beaux espaces comme ça de coworking, co-travail. Puis sinon, on peut venir s'asseoir ici. C'est sûr que quand l'école va être recommencée, puis qu'on va avoir des groupes d'enfants qui vont venir, puis ça va crier un peu partout, ça va peut-être être un petit peu plus Mais vous avez quand même la bruyant. terrasse, absolument. Là, on a la terrasse et on a en haut. Oui. Donc, je vous emmène en haut. Oui. Donc là, on est littéralement dans vos bureaux. Exactement, dans nos bureaux. C'est un espace où, effectivement, on travaille, Oui. mais ça peut être utilisé à plusieurs vocations Absolument. parce qu'on a des belles grandes salles ici, Wow. des salles qui peuvent accueillir 40 personnes chacune pour un total de 80. Ça peut être des salles de formation. Oui, exactement, conférences et compagnie. Puis la beauté de la chose, c'est que tout ça, c'est sur roulette, ça se plie, ça s'empile. Donc, on peut enlever tout ça, puis tenir un cocktail ou Absolument. des événements de cette nature-là. Ben oui. Ici, bien, c'est tout électronique, ça se déploie, ça se remonte. Ça permet justement de faire des lacs à l'épaule, des présentations également. Donc, tu sais, il y a plein de choses. Il n'en tient qu'à vous d'être imaginatif. Absolument. Justement, avez-vous des événements bientôt qui seront Oui, dans on ces en locaux? a. Donc, on va tenir un dîner-conférence avec David Cartier, qui est le propriétaire, le PDG de Emballage Cartier, une super belle entreprise de notre territoire. Donc, on va tenir cet événement-ci ici. Également, on va tenir des rencontres avec les petits nouveaux qu'on appelle, nos nouveaux membres. Donc, des événements, des 5 à 7, des déjeuners aussi, rencontres, parce que ça nous permet cette belle flexibilité-là. Mais ce lieu-ci, c'est pas tant juste pour nous, honnêtement. On l'administre, on va tenir des événements et tout, mais Vous pouvez le louer aussi. Ben oui, c'est ça, on va le louer. Donc, que vous ayez un baptême, que vous vouliez faire un bingo, n'importe quoi, c'est pour la population. Puis ça fait pas trop bureau, là. On a une belle vue, on a de la luminosité, là. Ouais. Vraiment, ça peut être loué pour n'importe quel événement. Pour n'importe quel événement, évidemment, il Frigo, faut même. valider. Oui, frigo. Frigo, donc il faut valider avec nous auparavant, mais les prix sont bâtis en fonction justement de l'offre qu'on retrouve un peu partout. On est très compétitif, puis on offre beaucoup de services justement avec ça. L'espace qu'on a vu où était installé une partie de mon équipe, bien, dans le fond, ça peut servir justement si vous avez un traiteur ou quoi que ce soit, vous pouvez l'utiliser, puis tout ça. Donc nous, c'est comme un bureau volant qu'on appelle, là, dans le fond, parce qu'on a un autre bureau qui est fermé plus bas dans la bâtisse, mais pour l'instant, on l'occupe. Ce sera ouvert au public pour louer à partir de la Maintenant, à partir de en fait, maintenant. à partir, je te dirais, du 13 septembre. Absolument. Puis où est-ce qu'ils se rendent? Ils vont sur le site Internet de la Chambre de commerce, puis c'est là qu'ils trouvent toutes les informations pour Joseph Ostigui, puis ils peuvent justement communiquer avec nous directement. Puis on a déjà loué
Les salles, c'est déjà... C'est déjà dans le processus. Ah oui, c'est déjà en train de se répandre comme une traînée de poudre. Donc, je pense que c'était quelque chose qui était attendu aussi. Parce qu'il y avait une certaine offre dans la région. Ouais. Mais pour des salles de cette dimension-ci, on n'avait pas vraiment. C'était ça la réflexion derrière la réfection de la bâtisse, puis le fait de nous inviter à nous en occuper. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour. Mais merci beaucoup, Madame La Rochelle. Bienvenue. Quelle belle visite. Les locaux sont vraiment magnifiques. On ressent l'histoire, mais on voit aussi que l'histoire n'est pas terminée, qu'elle se poursuit. Et c'est grâce aussi à la CCIVRR. Donc, merci beaucoup. Merci. Dominique Dumouchel est coordonnatrice à la culture à la Ville de Belleuil. Bonjour, Dominique. Bonjour. On se voit aujourd'hui pour parler du festival Caput qui revient le 23 et 24 août. Qu'est-ce qui va être différent cette année? Le site! Le site! C'est la grande nouveauté. Oui, cette année, dû aux rénovations du centre culturel, on s'exporte pour la 13e édition au Centre des loisirs. OK. Est-ce qu'il va y avoir des enjeux différents à cet endroit-là? Comment on s'adapte? C'est plus dans les communications parce qu'effectivement, le festival est quand même bien connu de la population, des citoyens, des exposants. Donc, c'est juste de bien le communiquer un peu. Mais non, ça va être aussi agréable. Ah, bien, c'est certain, ça, avec une coordonnatrice comme vous, j'en suis certain. Qu'est-ce qui fait le succès de cet événement-là après, c'est la 13e édition cette année? Bien, je pense que le succès revient en partie aux exposants. C'est vraiment, nous, on sert de canal de moteur, mais c'est vraiment leur expertise puis leur ingéniosité qui font le succès du festival. On va voir des images à l'écran. Qu'est-ce qu'ils font les exposants de spécial lors du festival? De tout. On passe par la sculpture, on passe par... il y en a tellement plein, des lingettes en plastique. Il y a de tout. On parle de bois, on parle de fer, on parle de vitrail, de céramique, pour le plaisir de tous. Et les exposants ont une contrainte spéciale. Quelle est la contrainte? C'est pour ça qu'on dit Caput, Festival des artistes récupérateurs. Parce qu'à la base, on l'appelle l'artiste. Nous, ce qu'on demande comme critère principal, c'est vraiment qu'il y ait de la récupération dans leur création. Par exemple, on peut prendre des pièces d'un appareil électronique puis les convertir en une sculpture. Voilà, aussi simple que ça, ou des retailles de bois, puis on fait des maisons, on fait des cabanes à oiseaux avec ça. Vous attirez combien de personnes par année environ au festival? À chaque année, ça augmente. L'année passée, on a un beau succès de 5 000. Ça dépend toujours un peu de la météo, mais je dirais que c'est environ 5 000 personnes par édition. Puis combien d'exposants vous avez? Une 60aine. Donc, on a vraiment un volet récupérateur qui est plus artisanal. On a une 40aine d'exposants et puis on a aussi un volet zéro déchet avec une 20aine d'exposants et on a aussi des organismes culturels qui sont là, de la Ville de Belleuil. Donc, presque 70 exposants en tout. Le thème de cette année va tourner autour du plastique. Oui. Dans quelle mesure est-ce que le plastique touche nos vies puis que c'est important d'en parler? Ah, il est partout, ce plastique. Mais nous, on a décidé de prendre cette thématique-là cette année. Première fois qu'on fait une thématique avec le festival. Beaucoup parce que tout l'été, on accueille une super exposition Plastisapien au pavillon d'accueil dans le Vieux-Belleuil. Et puis, on voulait faire un clin d'œil à cette subvention-là qu'on a eue. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans un esprit moralisateur, mais on fait un peu des bébés Plastisapien dans nos approches du festival. OK. Qu'est-ce qu'on entend par Plastisapien? Quelle est l'expérience qu'on va vivre? La réalisatrice Myri du festival, du projet Plastisapien va être présente au festival, donc elle va vraiment pouvoir faire des activités de médiation par rapport à Plastisapien. L'idée derrière Plastisapien, c'est comment l'être humain consomme depuis des années du plastique et vient un peu à se transformer. Donc, c'est vraiment pas moralisateur, ça va être super ludique, mais je vous invite... Ça fait peur un peu, vous le dites. Oui, ça parce fait que peur. c'est un sujet qui peut justement faire peur, parce qu'on pense souvent aux effets négatifs que les microplastiques peuvent avoir sur l'organisme, mais là, on le regarde avec une perspective différente. Il faut s'adapter plus qu'en avoir peur, c'est ça? C'est très polarisant. C'est pour ça que j'invite particulièrement les personnes à s'inscrire à cette activité-là parce qu'ils vont vivre l'expérience de réalité virtuelle. Il y a la réalisatrice qui va expliquer toute la démarche, mais on va même venir en manger. En manger, hein? Bien, en manger. On va montrer une photo à l'écran, là, et on va pouvoir déguster du plastique. Oui, c'est comestible. C'est vraiment des échantillons, mais j'ai fait l'expérience. C'est pas délicieux, mais c'est vraiment chouette à vivre. Ouais, ben, j'imagine que ça doit pas goûter. Est-ce qu'on peut mettre des goûts ou c'est vraiment un goût neutre? Non, c'est ça. C'est un goût neutre.
OK. Quel genre d'autres activités vont être disponibles là, pour la famille? Ce qui est bien, c'est qu'on touche vraiment toutes les catégories d'âge. On a une zone plus familiale avec les 0-5 ans. Il y a la bibliothèque qui va être présente pour faire des heures du conte. On a des activités de bricolage pour les tout-petits, mais on touche aussi le public un peu plus jeune adulte. Donc, il va y avoir des performances de Art Battle avec la MRC de la Vallée du Richelieu. On a des activités aussi avec d'autres kiosques qui vont faire des activités de bricolage, mais un petit peu plus poussées dans une réflexion un petit peu plus d'éco-responsabilité, plus prenante avec ceux qui veulent vivre cette expérience-là. On a des activités autant extérieures, intérieures. C'est important de dire beau temps, mauvais temps, l'événement a lieu. Parler d'attirer des jeunes adultes, des ados, comment on parle avec son ado pour lui expliquer ce qu'il peut apprendre à cet endroit-là? On vient lui dire qu'il va découvrir plein de créateurs fascinants au Québec, qu'il va se rendre compte qu'on a des créateurs très ingénieux et il va pouvoir se promener selon les stations qui l'intéressent. Donc oui, on peut répondre à un besoin pour ceux qui sont éco-anxieux, mais aussi pour ceux qui veulent juste être un petit peu plus consciencieux de leur environnement. Donc c'est vraiment pas moralisateur, c'est vraiment en fonction de ce que le participant veut vivre, mais on prévient. Toutes les informations des activités sont très bien communiquées, donc on sait un peu ce que ça implique. OK. Ça, c'est financé par la Ville de Belleuil, le volet culturel, donc c'est pas une entité gouvernementale. C'est ça qui, en sens le recyclage, qui finance le festival. Comment on se rend sur place? Est-ce qu'on y va à pied, en vélo, en auto? C'est ça, je trouve qu'on a fait une belle twist cette année. Le site, on le rend piéton, donc c'est très bien, mais ça crée un enjeu de mobilité. Donc, on encourage fortement. On a encore un beau partenariat avec Exo. Donc, il va y avoir un système de navette qui fait 3 points, qui part du Vieux-Belleuil, qui va partir près du site. Il y a vraiment 3 arrêts. Il y a des navettes aux 7 minutes tout le long du festival. Le monde peut se rendre en vélo facilement. Nous, à Belleuil, on a aussi Exo à la demande qui est entièrement gratuit. Donc, on incite fortement les gens à venir actifs à pied, en vélo, en autobus. Parce que quand on va dans un festival où on essaye, il y a la valeur de l'éco-responsabilité, on n'arrive pas là nécessairement. C'est chouette, ça fait un beau Chacun dans son auto, c'est un peu contradictoire. Voilà. Puis c'est pareil pour les exposants aussi. On a une espèce de guide de l'exposant, on n'a pas de gourde, on ne vend pas de plastique sur le site, donc on encourage les gens à venir vivre l'expérience entièrement puis assumer aussi. Est-ce qu'il y a une offre alimentaire présente? Oui, on a Métro Rien d'eau, notre partenaire principal, qui va être là parce qu'encore dans une idée de mettre de l'avant les produits locaux, qui va venir faire l'offre alimentaire. Et on a aussi Quartier Général qui va venir faire des paletas. Ensuite, est-ce qu'il faut payer pour tout ça? Vous avez un beau programme, là. Est-ce qu'on doit acheter des billets? Tout est gratuit, entièrement gratuit. Tout est gratuit? Tout est gratuit sauf l'offre alimentaire, bien évidemment. Est-ce qu'on doit s'inscrire? Pour les activités, c'est intéressant parce que c'est gratuit, mais on veut juste s'assurer que les plages horaires soient bien respectées. Puis ce qui est vraiment chouette, c'est que toutes les activités ont plusieurs plages horaires. Donc, on s'assure pour les 2 jours. Toutes les activités reviennent autant le samedi et le dimanche. Belleuil.ca/Caput. On peut s'inscrire qu'on vienne de Belleuil ou qu'on vienne pas de Belleuil. C'est ça qui est vraiment chouette. Vous avez votre page Facebook aussi, les gens peuvent vous suivre. Oui, je recommande fortement de s'inscrire à l'événement Caput, la page Facebook. Comme ça, toutes les informations sont communiquées sur cette plateforme. Toute l'information est disponible pour vous. Allez faire un tour. C'est une offre qui est très agréable et aussi qui permet d'être plus conscient là, dans quel environnement on est. Dominique Dumichel, je rappelle, vous êtes coordonnatrice à la culture à la Ville de Belleuil. Merci d'être là. Je souhaite un bon festival. Je rappelle, le 23 et 24 août prochain au parc, au Centre des loisirs de Belleuil, 240 rue Hertel. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir en studio Madame Fauve Doucet, cofondatrice du Partage Club. Bonjour, Madame Doucet. Bonjour. Donc, parlez-moi, c'est quoi le Partage Club et qu'est-ce que vous faites en tant que cofondatrice? Le Partage Club, c'est une application mobile qui permet en fait à des citoyens de pouvoir partager. Donc, on n'est pas dans l'achat, on n'est pas dans la vente, on est vraiment dans le partage d'objets de la vie de quotidienne entre voisins. OK. Puis, c'est quoi la genèse de ce projet-là? D'où ça sort? D'où vous est venue l'idée? Moi, je suis maman de 2 enfants. Oui. Et j'étais déjà un peu sensibilisée à la surconsommation. Mais quand j'ai eu un jeune enfant, à l'époque, j'habitais dans un condo à Montréal. Et là, j'ai vu tous les objets que je devais me procurer. Et j'avais pas d'espace. Et ça coûtait cher. Et je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Il fallait que je fasse des rotations de jouets. Mais en même temps, je n'ai pas pu acheter un tricycle à mon garçon de 3 ans parce que je n'avais pas d'espace. Donc, je ne voulais pas avoir trop de choses, mais en même temps, je voulais offrir beaucoup d'abondance à mes enfants. Et là, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une façon plus intelligente de voir les choses.
Et si, en fait, je pouvais emprunter et prêter et faire en sorte, en fait, que je n'ai pas à tout acheter et tout posséder. Donc, c'est de là qu'a commencé l'idée de dire on pourrait se partager des choses. Et aujourd'hui, on est rendu en France, au Canada. On va parler de la Montérégie puis de la vallée du Richelieu. Mais on est rendu 36 000 membres et les gens partagent. C'est magnifique. Puis comment ça fonctionne, l'application? C'est tout simple. On va sur notre magasin d'applications, donc Apple ou Android, Partage Club. On télécharge l'application, on met notre prénom, nom, notre adresse postale, parce que bien évidemment, il faut qu'on se rencontre pour pouvoir partager. On définit notre club de quartier. Donc, ça peut être autant de 1 km jusqu'à 35 km. OK, donc les gens peuvent s'échanger entre régions, là. Tout à fait. Absolument. Est-ce que ça marche entre Montréal et en France? Bien, on n'est pas encore rendu là, mais éventuellement, c'est quelque chose qu'on nous a demandé parce que nous, notre vision, c'est d'être le Facebook du partage, si on veut. Oui, le Facebook Market, un petit peu. Exactement. Moi, mon rêve, c'est d'aller en Grèce et je vais emprunter un paddleboard ou une planche à pagaie. Bien, je peux le faire gratuitement avec un local. Il y a déjà des gens qui ont commencé à se partager des piscines, se partager des autos, se partager, même il y a des gens qui cherchaient des chalets, parce qu'il n'y a aucun échange d'argent entre les gens. Absolument. C'est pas de la location, c'est je te prête un vélo pendant 3 mois, tu me le ramènes. Il n'y a aucun échange d'argent entre les gens. C'est vraiment par altruisme. Est-ce qu'il y a quand même un certain contrat qui se fait via l'application? Comment ça fonctionne? Comment on sait qu'une fois que moi, je te prête mon auto, l'autre personne va vraiment me la rendre? En fait, on a développé, quand que je demande des dates justement pour l'objet, j'envoie des dates. La personne doit les accepter pour que les deux mutuellement, il y ait eu un partage. Ici arrive un bris, donc on a la responsabilité Partage Club jusqu'à 300 $ par année qui vient avec l'abonnement. Donc on disait que c'est gratuit entre les gens, mais il faut être membre payant pour pouvoir continuer à emprunter. C'est 60 $ par année. Puis pour le volet auto, par contre, pour le volet responsabilité, ça ne comprend pas parce que ça prend des assurances en niveau transport, mais ça s'en vient. OK. Puis vous m'avez mentionné que Belleuil est membre ville. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Actuellement, il y a 2 façons de s'inscrire à Partage Club. Donc, soit on s'inscrit en tant que citoyenne, c'est 3 semaines d'essai gratuit. Après, c'est 60 $ pour prêter, emprunter limité. On peut prêter gratuitement pour toujours, mais si on veut emprunter, on demande 60 $. Puis, quand on a notre ville qui est membre, c'est la ville qui paye l'abonnement et aux citoyens. Et c'est elle aussi qui va travailler avec nous sur un système de communauté. Donc, on travaille avec des citoyens, des ambassadeurs. On crée la communauté de partage. Et en quelques semaines, en fait, on peut créer vraiment un mouvement de partage beaucoup plus rapidement. Donc, on est rendu dans 50 municipalités au Québec. Belleuil a été dans les premières villes avec la chère mairesse Nadine Biot, qui est extraordinaire, qui est très progressiste. On a renouvelé une 2e année. On est en discussion pour faire grandir le mouvement du partage. C'est vraiment génial parce que quand une ville devient membre, ça crée un noyau. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens de Saint-Basile qui sont allés emprunter aux citoyens de Belleuil. Puis il y a des gens aussi Mont-Saint-Hilaire qui ont aussi aidé les gens de Belleuil. Parce qu'en ce moment, il y a comme un gros noyau à Belleuil. Il y a encore plusieurs personnes, mais tout le monde est en train de se greffer. Puis c'est sûr que si les gens, d'ailleurs, s'il y a des citoyens qui veulent que leur ville accélère, il y a la possibilité sur partage.club/maville de trouver en fait une lettre pour son maire et mairesse. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui aide parce que quand il semble que le citoyen est prêt à partager, c'est vraiment là que ça accélère. Puis on le voit que les gens sont prêts. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage des citoyens de Belleuil qui participent au Partage Club? Actuellement, sur l'application, ceux qui sont inscrits, on est à 1 personne sur 4 en fait qui partage. Donc ça, c'est vraiment génial. Le mouvement de partage est vraiment développé. Puis actuellement, les partageurs vont prêter en moyenne de 2 à 3 fois par année. On aimerait ça qu'ils amènent ça à 1 fois par mois, donc 12 fois par année. Mais le potentiel, on a fait une étude avec l'Université McGill. Ouais. Le potentiel d'objets qu'on achète, qu'on pourrait emprunter sur le Partage Club, parce que c'est pas tout qui est sur Partage Club, mais il y a beaucoup de choses, ça représente 89 emprunts potentiels par année. C'est quand même énorme. C'est énorme. Ça représente presque 5 000 $ d'économie pour une famille. Mais oui. Honnêtement, ça fait probablement une grande différence dans la communauté de manière économique. Ouais. Et comment ça fonctionne? Le citoyen prend une photo de l'objet des objets dans leur maison, dans leur quotidien, qui seraient prêts à partager. Oui.
OK, donc c'est vraiment comme un Facebook Market. On prend une photo, on met sur le site, à qui veut bien, on peut partager. Exactement. Il y a 2 autres façons aussi. On a créé en fait l'offre multiple parce que les gens me disaient « Qu'est-ce que je pourrais bien prêter? » Puis je disais « Bien, il y a tellement de choses. » Mais les gens ont besoin d'inspiration parce que c'est un nouveau muscle à entraîner. Absolument. Donc, nous, à chaque 2 semaines, on change puis on propose des objets. On clique sur le petit plus puis on dit « Avez-vous ça? Avez-vous un brûleur pour faire une épluchette de blé d'Inde? Avez-vous un escabeau? Avez-vous un jus de poche? » Oui. Oui, des bottes de cow-boy. Puis les gens ont juste à cliquer, puis automatiquement, ça met des photos automatiquement, puis les gens populent le catalogue. Ça, c'est une des façons, au-delà de mettre juste la photo directement. Puis aussi, si on ne trouve pas, comme c'est arrivé, quelqu'un cherchait une cabane de chauve-souris, puis il n'y avait personne qui avait publié de cabane de chauve-souris. Il y a ça au Québec. Il est possible de faire un besoin, de publier un besoin, et là, ça envoie une alerte aux gens de notre quartier et les gens peuvent répondre. Ah, c'est super. Ouais. Avez-vous des petites anecdotes pour moi de partages un petit peu insolites qui se sont passés dans les dernières années? Oh mon Dieu, j'ai découvert ce qu'était un rotoculteur. OK. Parce que je ne savais pas. J'ai emprunté. Donc, rotoculteur, c'est pour labourer la terre Ouais. quand on veut. Bon. Mais ce qu'on a eu des gens qui ont. On parlait tantôt de costumes d'Halloween. Ouais. Il y a vraiment des costumes de toutes sortes qui ont été empruntés. Il y a des gens, justement, qui, à un moment donné, je pense que c'est dans les Laurentides, quelqu'un a demandé de l'aide pour venir s'occuper de leurs poules, ces poules pendant qu'ils étaient partis en vacances. Il commence à avoir de l'échange de services aussi qui se fait. On est en projet pilote avec la ville de Beaconsfield pour tester le volet service aussi. Donc, les gens sont très créatifs. Comme on va aller pour le fun, voir qu'est-ce qui se passe sur l'application. Sur l'application. Puis dans le fond, là, ce qui est recherché, un poêlon à paella. OK. Un matelas pour 2 adultes. Ah, ben voyez-vous, j'en ai un poêlon à paella, peut-être que... Pour de vrai? Oui. Ben là, c'est donc bien. Marie-Norel, qui habite, je vous dis ça, à Montréal. Ah, ben là, là, j'habite à Montréal. Génial! Vous pourriez répondre. Puis, c'est quoi votre vision pour le Partage Club à grande échelle là, dans les prochaines années? C'est quoi votre rêve? Mon rêve, c'est qu'on va réinventer, en fait, notre façon de connecter. Puis ça, on n'en a pas parlé, mais on a un impact énorme d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental. Un partage, c'est 11 bouteilles d'eau de plastique qui est épargnée, en fait. Si on partage à chaque mois, c'est 16 des gaz à effet de serre liés à notre consommation d'objets qui peuvent être diminués. Mais un partageur actuellement rencontre 2,5 nouvelles personnes. Ça veut dire qu'on rencontre les gens pour de vrai. Puis, quand on dit sharing is caring, quand on commence à emprunter, on commence à se rendre compte qu'on est interdépendants. Et ça fait un esprit de communauté aussi. Tellement. Puis ça, c'est quelque chose qui nous manque, je pense, dans nos communautés. Je pense que oui. Avec l'ère des téléphones et tout, on connecte beaucoup moins d'humain à humain et la valeur du partage est peut-être un petit peu moins longue. On est beaucoup dans la surconsommation, évidemment. Puis là, je généralise, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui sont exactement là-dedans. Mais l'idée de juste partager avec les autres fait un contact humain aussi. Vraiment. Tellement. Puis les gens sont tellement contents de prêter leurs choses. Emprunter, tu sais, comme moi, j'avais besoin de 2 cannes à pêche, je m'en vais apprendre la pêche à la mouche. On est 2 filles. En moins de 24 heures, j'ai quelqu'un. La personne, ça lui faisait plaisir de me raconter où est-ce qu'elle pêche. J'ai rencontré quelqu'un. En même temps, je prêtais à quelqu'un d'autre mon four à panini. Puis la personne est arrivée, était comme... À chaque fois, là, les gens sont comme... Fait que là, c'est comme ça, là, tu pars avec... Je suis comme, oui. Puis ils sont comme, OK. Puis quand ils le ramènent, parce qu'ils veulent se le faire prêter, les gens font encore plus attention. Ils les nettoient parce qu'ils veulent pouvoir se le refaire prêter. Donc, c'est comme si il faut réapprendre à partager. Tu sais, on l'a fait à l'époque. Puis là, on est tellement dans une société qui nous amène à acheter puis posséder. Mais on a énormément d'abondance. Juste sur une rue, le nombre d'objets qui existent, qu'on pourrait juste se prêter. Donc, moi, je vois un monde beaucoup d'humanité, de simplicité, puis de travailler vraiment sur les liens humains, puis cette abondance-là qu'on a. Absolument. Vous me l'avez dit, vous êtes maintenant en France. Oui. Est-ce que vous avez des plans d'agrandir encore plus à l'international? Oui, bien là, on travaille énormément sur développer le marché des États-Unis. On est en discussion avec Boston, Chicago, San Francisco, New York. On est toutes ces villes-là
en fait, nous remercie d'avoir inventé notre produit. Donc, puis je pense que c'est vraiment un besoin parce qu'on sait aussi qu'au niveau américain, il y a beaucoup de polarisation, puis ils ont vraiment le désir de ramener les gens ensemble. Donc, moi, honnêtement, à chaque jour, je suis reconnaissante de mettre mon cerveau à contribuer à une mission. Puis je vois les gens qui se transforment. Mes enfants, mon fils de 7 ans m'a dit, bien là, il est rendu à 10 ans. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet. Quand on a commencé, quand il a été un des premiers utilisateurs, il prêtait sa console de jeu. Il empruntait une table de baby-foot. Puis là, il m'a dit, « Maman, ça veut-tu dire qu'un jour, il n'y aura plus de magasin? » Tu sais, puis pour lui, il ne me demande plus d'acheter des choses. Je me dis, « Maman, est-ce qu'on peut emprunter? » Donc, ouais. C'est des très belles valeurs, vraiment des très belles valeurs enseignées à un enfant et même à des adultes dans notre société présentement. J'invite les citoyens à s'inscrire sur l'application Partage Club et aux villes à peut-être s'intégrer dans le projet aussi. Merci beaucoup, Madame Doucet, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invitée. Madame Lucie, vous êtes la mairesse de Saint-Charles-sur-Richelieu. Vous avez convié les citoyens à venir aujourd'hui à un bel événement. Quel est-il? Oui, c'est le Saint-Charlie. C'est la 3e édition qu'on le fait. On est vraiment contente parce que chaque année, la population vient, mais aussi il y a de plus en plus de personnes qui viennent découvrir notre nouveau festival country. D'où est venue l'idée de faire un festival country à Saint-Charles comme ça? Bon, au début, on voulait faire des fêtes thématiques à chaque année. Puis, il y a 4 ans, on a fait une fête thématique. Et c'est ça, il y a 3 ans, le Saint-Charlie, on a découvert qu'il y avait beaucoup de personnes qui aimaient le country, la danse. Et on a réalisé que ce serait une activité que la population aimerait que ça se reproduise à chaque année. Fait qu'on essaie maintenant de créer un événement à chaque année. Et pour être à la hauteur de l'événement, vous avez peaufiné aussi d'année en année. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités pour les tout petits aussi. Oui, bien, étant donné que la famille est importante à Saint-Charles, c'est pas juste la danse. On trouve aussi que s'il y en a qui veulent venir avec leur famille, on a des jeux pour les enfants, mais on a aussi une petite fermette. On a plein de petites activités là, pour qu'eux autres aussi puissent apprécier l'événement. Et à quoi peuvent s'attendre les citoyens pour l'année prochaine? Encore quelque chose de mieux, de plus gros, de plus peaufiné. Chaque année, on apprend, on pourrait dire, des bons coups et des mauvais coups. Fait que là, ça va être encore une meilleure édition c'est sûr, l'année prochaine. Là. Et parmi vos partenaires, qui on peut compter pour cet événement? On a la chance d'avoir des jardins qui contribuent depuis quelques années à ce festival-là. Puis, ils nous ont aussi confirmé qu'elle allait poursuivre à être notre partenaire pour plusieurs années. Fait que là, on est vraiment choyés qu'ils soient là, eux autres, pour nous aider à rendre encore le festival encore mieux à chaque année. Là. De quelle façon, c'est quoi la meilleure façon pour les citoyens Saint-Charles pour s'informer sur les événements à venir? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours notre journal local, mais il y a notre page Facebook, il y a tout le temps on utilise tout, à vrai dire, tous les médias qui existent, TVR9 aussi, pour vraiment faire connaître l'événement. Puis là, c'est sûr que là, on essaye de voir lequel fin de semaine qui est le plus propice pour cet événement-là. Ça va être peut-être les dates vont changer l'année prochaine, là, parce qu'on fait des tests, mais c'est tous les outils qu'il y a à la municipalité. Là. Merci pour ces quelques mots, Mme Lucier. Ça fait plaisir. On est au Saint-Charlé à Saint-Charles-sur-Richelieu. Tout d'abord, quelle est votre implication dans cet événement en tant que député, M. Barsalou-Duval? Bonjour. Oui, effectivement, on est au Saint-Charlé, le festival un peu estival de Saint-Charles-sur-Richelieu. En fait, mon implication, c'est à titre de commanditaire, mais aussi à titre de député, au sens que, comme député, je trouve ça important de participer aux événements de la communauté, de proche des citoyens, de les rencontrer, d'échanger. Quand tu représentes du monde, c'est toujours mieux quand tu les connais, puis quand tu crées des liens avec eux. Donc, c'était une occasion, justement, dans le village. Tu sais, avant, les gens se voyaient tous les dimanches, mais maintenant, on organise des événements comme ça dans la ville pour se faire sortir le monde, pour que les gens se parlent, pour qu'il y ait du plaisir, qu'ils tissent des liens entre eux, qu'ils échangent des nouvelles, puis que les familles se connaissent aussi. Puis ça crée une solidarité locale qui est toujours intéressante et pertinente. Puis les gens, en plus, ont du plaisir en même temps. Donc, c'est vraiment un bel événement à Saint-Charles. C'est devenu une tradition. Je pense que c'est la 3e année, si je ne me trompe pas. Et puis je suis fier d'être commanditaire de ce bel événement-là.
Vous êtes très impliqué dans les événements de la région. On vous voit souvent dans les festivals, les marchés. Pourquoi c'est important pour vous d'aller rejoindre les citoyens dans des événements comme ça? Bien, c'est parce qu'il y a un cadre très informel. Il n'y a pas l'espèce de barrière ou la distance. Fait que c'est facile pour les gens de nous aborder, de nous parler. Puis la même chose pour nous. Donc, tu sais, des fois, il peut y avoir un côté intimidant ou tout ça. Bien là, tu prends un verre puis tu jases, puis là, les gens, ils te passent des messages. Des fois, ils sont bons, moins bons, mais quand même, ça permet aussi d'avoir des échanges sincères, relâchés, puis donc de prendre le pouls aussi des gens, puis de ce que le monde vive aussi, parce qu'on est là pour représenter les gens. Fait qu'il faut savoir ce que les gens vivent, puis s'intéresser sincèrement aussi à ce qui se passe dans la communauté pour en faire partie. Comme là, en fin de semaine, justement, il y avait la fête du Vieux Marché à Saint-Denis-sur-Richelieu. Il y a le Festival des Diableries à Contrecœur, où je vais aller faire un tour tantôt ce soir. Il y avait le Grand Splash, là, l'activité pour sensibiliser, en fait, à justement la baignabilité de nos cours d'eau, donc auquel j'ai participé cet après-midi. Donc, ça tient actif, ça tient occupé. Au cours de l'été, on a eu toutes sortes. À Calixa-la-Vallée, Festival agricole à Calixa-la-Vallée, Festival western à Saint-Amable, un autre festival western qu'on a eu aussi encore à Calixa-la-Vallée. Puis bon, on a aussi... je pense que j'en oublie, là, mais vous comprendrez qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, c'est ça qui est agréable aussi l'été, c'est que même si le Parlement ne siège pas comme tel, bien, la société, elle demeure active, puis les gens continuent à se voir. Et quelles sont les préoccupations majeures que vous entendez le plus souvent parler pour votre circonscription? Bien, c'est sûr que de façon générale, c'est le coût de la vie. Je pense que dans les dernières années, il y a eu une inflation assez importante, puis les gens trouvent que c'est important de trouver des solutions à ça. Puis c'est pas nécessairement des solutions magiques, là, mais en même temps, c'est important de le savoir pour que justement qu'on a à prendre des décisions, bien, qu'on sache qu'on ait ça en tête constamment. Puis je dirais les autres éléments, bien, c'est tous des enjeux, disons, locaux. Par exemple, l'enjeu de la rivière Richelieu cette année, on a travaillé longtemps à faire en sorte qu'il y ait une réglementation. Bien là, c'est la première année qu'il y a une vraie application, parce que l'année dernière, il y a eu une application partielle, mais là, cette année, il y a vraiment des bouées dans toutes les villes, il y a une présence policière. Donc, puis on entend vraiment des bons commentaires. Les gens semblent dire que ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a un certain nombre de gens qui l'apprivoisent encore. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment une grosse différence. Donc, ça, c'est une fierté un peu là, de voir justement, on est arrivé au bout de ça. C'est sûr qu'on peut toujours en faire plus, faire mieux, mais je pense que c'est un acquis quand même pour la région. Du côté de Verchères, bien là, il y a eu une nouvelle un peu déstabilisante ou triste, là, qui est l'enjeu de la conservation, en fait, de Chaloupe-Verchères, parce que Chaloupe-Verchères, une institution, ça date de 1871. Malheureusement, bien, il y a de la misère à garder ça ouvert parce que ça prend les moyens financiers pour garder une vieille bâtisse comme ça sur pied, puis le propriétaire est à bout de souffle. Donc là, il faut que la communauté trouve les moyens de se serrer les coudes puis de trouver une solution. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'espère être en mesure d'aider. Donc, il y a le quai de Verchères, il y a l'érosion des berges sur le Saint-Laurent. Donc, il y a toujours toutes sortes d'enjeux ponctuels comme ça. Mais je pense que de façon générale, les citoyens aussi veulent profiter de l'été, profiter du moment, relâcher. Puis c'est bien correct aussi. Eh bien, on vous laisse profiter de ce beau festival ici à Saint-Charles. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Et ça me fait plaisir. Bonne journée. Madame Meller, on est ici aujourd'hui pour une belle occasion. Parlez-nous-en un peu plus. Oui, on est ici pour la porte ouverte à Semer le Présent, donc un organisme en aide alimentaire là, qui nous fournit des légumes pour la saison. Mais comment tout ce projet-là a été mis sur pied? Parce qu'on parle de Semer le Présent, mais il y a plusieurs acteurs et plusieurs organismes impliqués. Oui, en fait, c'est avec la table de solidarité alimentaire de la vallée du Richelieu, qui est un rassemblement d'organismes communautaires qui avons décidé de s'impliquer et de faire une association avec Semer le Présent pour pouvoir récolter des légumes et pouvoir les remettre aux familles dans le besoin dans tous nos organismes là, autour de la table. Et cette belle organisation-là prend vie grâce au terrain ici. Monsieur Lavigne, vous êtes partenaire dans cette belle aventure-là. De quelle façon vous vous impliquez? Bien, en fait, effectivement, Chantal l'a bien dit, on est ici au Semer le Présent. Dans le fond, on a débuté, c'est la 5e saison. Au départ, il y a un groupe qui s'est réuni. Nous, on prête le terrain. Semer le Présent est né. On produit des légumes à tous les ans. On produit les légumes. Une fois que les légumes sont produits, on les met sur le coin du champ
puis Grain de sel vient les chercher puis fait sa distribution. Tout ça repose sur le travail des bénévoles. C'est juste des bénévoles qui travaillent de la préparation des semis jusqu'à les récoltes, puis et ainsi de suite. Alors, voilà. C'est que du travail de bénévoles. Alors, les gens qui viennent sont les bienvenus. On est contents. En plus du travail qui est fait, bien, on cherche toujours du compost, on cherche toujours du copeau, on cherche toujours du fumier. Alors, chacun y va pour sa propre contribution. Oui, parce que vous les encadrez quand même, ces bénévoles-là, ne sont pas laissés à eux-mêmes. Quel type d'agriculture que vous faites pour les banques alimentaires? En fait, c'est du maraîchage semi-intensif. Alors, on a des planches de 30 pouces, je vais y arriver. On a une trentaine de planches. On produit une assez grande variété. Ça veut dire, on fait un peu de petits fruits. On a framboises, fraises. Évidemment, on fait de l'ail, des carottes, betteraves, radis. On fait de l'okra. C'est une petite quantité. Cette année, on a des artichauts, brocolis, choux. On a une assez grande palette. Puis pour financer les activités de Semer le présent, on produit du safran. On ne le met pas sur la banque alimentaire, mais il est vendu aux restaurateurs. Mais ça permet de payer les factures parce que même si c'est tout du travail bénévole, mais il y a des semences à acheter, il y a beaucoup de matériel à acheter, alors il faut payer les factures. Ce sont des aliments quand même intéressants pour une petite municipalité comme Saint-Charles-sur-Richelieu. De quelle façon ces aliments-là, Mme Meller, seront utilisés à l'avenir pour les familles qui en ont besoin? En fait, les aliments sont soit transformés dans nos cuisines collectives ou dans nos cuisines solidaires. Sinon, elles sont remises directement là, aux familles dans les paniers alimentaires à chaque semaine. Donc, c'est des aliments qui sont soit transformés ou remis directement. Là. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, les aliments aussi, moi, je les offre en priorité aux organismes. Donc, les organismes peuvent venir chercher les aliments aussi directement au grain de sel. Et on parle de quel organisme de banque alimentaire? Il y en a beaucoup dans la région quand même qui supportent les gens à précarité dans ce domaine-là, mais quels organismes sont plus ciblés avec Semer le présent? On parle des CAB, donc les centres d'action bénévole, autant celui de la vallée du Richelieu, Saint-Basile, voyons le Petit Bonheur à Saint-Bruno. Sinon, on a aussi la Maison de la famille qui vient chercher des légumes. Là. Puis on a aussi Bonjour Soleil, organisme de famille aussi. Et M. Lavigne, en terminant, de quelle façon qu'est-ce que vous auriez comme mot à dire aux citoyens qui voudraient s'impliquer? De quelle façon ils peuvent vous rejoindre ou encore derrière le décor ou à l'avant, comme vous dites, vous cherchez aussi des partenaires côté compost et tout? Oui, c'est assez facile de nous retrouver. Là, Semer le présent, il y a la page Facebook, il y a le site web, alors c'est facile de nous retrouver. Oui, on prend tout l'aide qu'on a besoin. On ne réalise pas parce qu'on dit toujours qu'on fait produire des légumes, mais il y a de la mécanique, il y a de l'entretien. Il y a des gens qui veulent juste travailler dans le jardin, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire en périphérie. Et puis, comme j'ai dit, là, tout ce qu'on peut recevoir en compost et tout ça. Et une particularité, parce que j'ai dit qu'on devait financer les activités. Les gens sont bienvenus de venir cueillir. Il y a une petite boîte sur le coin du champ. Les gens laissent les contributions volontaires qu'ils veulent. Ceux qui ont les moyens de payer, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas, vous prenez des légumes puis vous partez avec. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Et merci beaucoup pour ces quelques mots et on invite les gens à participer en grand nombre à Semer le présent. Hey, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine du Régional. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition du Régional.